Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Lure Mental Care. Je m'appelle Mélanie et je suis en compagnie de Milena. Et aujourd'hui, on va parler du handicap invisible. Toujours le même processus, donc le petit jeu de cartes avec des questions, des petits messages et des jokers. Donc je te laisse piocher la première carte. Quel message souhaites-tu faire passer aux autres concernant les handicaps ? J'ai pas marqué handicap invisible, mais en fait, ça englobe tous les types de handicap. Oui, bien sûr. Sachant que moi, ça peut être considéré handicap invisible, mais aussi semi-invisible, parce que en soi, si tu me vois dans la rue, on va pas se dire elle est handicapée, mais si tu me vois monter un escalier ou me lever d'une chaise, là tout de suite on va se dire elle a un souci quoi. Donc je suis un peu entre les deux. Le message à faire passer, je pense que ce serait déjà de traiter les personnes qui ont un handicap, invisible ou pas, comme une personne normale de toute façon, parce que c'est justement en montrant qu'on a une différence qu'on se sent mal en fait, on se sent différent et c'est pas du tout agréable. Et puis aussi, il y a des moments où on a le courage de demander de l'aide et la personne va un peu nous faire sentir qu'on dérange des fois, ça c'est déjà arrivé. Et ça vraiment, déjà on prend notre courage pour demander de l'aide, ça je sais pas si les personnes se rendent compte, mais je sais pas, moi par exemple, ramasser un truc par terre, ça te prend un coup dessus de te dire un truc simple de la vie quotidienne, tu peux pas le faire, tu le demandes à quelqu'un et tu sais ça va le saouler sûrement parce qu'il fait un truc. Mais toi tu peux rien en fait. J'y peux rien, et puis tu sais, ça peut être un truc que j'ai besoin maintenant, et j'ai l'impression de déranger des fois, pas avec mes proches, mais c'est déjà arrivé par exemple dans un magasin, je demande à quelqu'un, vous pouvez me ramasser ça s'il vous plaît. Genre ça m'est déjà arrivé pour mes clés. La personne a déjà cru que je voulais lui demander de l'argent la première fois. je ne m'en dis pas, désolée. Mais... Et du coup, à chaque fois je dis excusez-moi, j'ai des problèmes de dos, j'ai pas envie de m'étaler, tu vois, genre un problème de dos, ça passe tranquille. J'ai pas envie de dire alors. Je suis née avec une maladie. Et tout mon dossier médical, vous pouvez juste ramasser mes clés s'il vous plaît. Donc voilà, je dirais juste, on est des personnes normales quoi. Bah oui. Mais ça vaut aussi je pense pour les personnes avec un problème, pas un retard mental ou... faut juste les prendre comme une personne, c'est tout. Faut pas leur parler comme un bébé, faut pas les prendre pour des attardés quoi. Dyslexie, tu vois, certains stigmatisent vachement ça. Bah oui. Ça fait partie aussi d'un handicap. Oui. Ça se voit pas non plus, mais pourtant ça y est bien. Et puis certains sont hyper stigmatisants justement sur ça. Il y en a, ils comprennent même pas que ça peut être handicapant. Ils se disent juste vous faites des fautes quoi. Alors, si on rajoute le trouble de l'attention, etc., ça y est. Mais c'est que je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé sur la chose. Alors il y en a de plus en plus qui parlent justement de la dyslexie, qui l'apprennent bien plus tard, genre comme l'autisme où les filles ou les femmes l'apprennent en étant adultes, c'est un peu ça des fois pour la dyslexie, c'est pas détecté automatiquement à l'école, mais encore plus quand t'as un handicap invisible, c'est encore plus fort justement ce ressenti-là d'être un peu mis à l'écart alors que c'est pas de ta faute en fait. Oui, non, c'est sûr. Donc toi ton message par rapport à la dyslexie par exemple, ça serait quoi à faire passer ? Pas forcément que pour la dyslexie, en fait je veux parler juste en général, faut arrêter de stigmatiser les gens. Par exemple, je suis pas mal de personnes sur TikTok où ces personnes-là, elles ont un handicap invisible, elles ont notre âge. Et par exemple, il y a eu l'histoire d'une femme qui s'est garée sur une place handicapée. Je pense que tu l'as... Et elle s'est fait incendier et tout, alors que ça se voit pas, d'accord, mais elle a pas à justifier de pourquoi elle se gare sur cette place-là. Elle a le macaron, c'est bon. Le macaron, c'est bon. Enfin, il y a pas de justification à avoir. C'est sûr. T'es pas dans le dossier médical de la personne, t'as pas à juger. Pour moi, à partir de ce moment-là. Je suis d'accord. Donc quand on voudra faire une pause, on pourra faire une pause. Ok, genre une pause pipi, quoi. Non, pardon. Ok. Donc toi, juste joker. Tranquille. Tranquillou, ok. Est-ce que tu as déjà ressenti un regard différent à cause de ton handicap ou des comportements que tu ne tolères pas ? Et ça rejoint un poil ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, quand on m'aide à monter un escalier, tout de suite, les gens ils vont avoir des petits regards parce qu'ils sont curieux. En soi, je peux comprendre. Mais il y a des gens, tu les regardes parce qu'ils t'ont regardé et ils vont te regarder comme ça. Ok, détourne le regard vite fait juste pour moi. Genre, je me sens mal, je me sens jugée, je me sens un peu une bête de foire. Les enfants, ils y peuvent rien, ils savent pas encore ce que c'est. Oui. Donc voilà, après, il y a des enfants qui peuvent dire la dame. T'as déjà eu ça vraiment ? Oui, j'ai déjà eu ça. Et même quand à un moment j'étais en fauteuil, il y a un enfant qui est passé vraiment à côté, qui a dit à sa mère pourquoi elle est là-dedans. Puis sa mère disait qu'est-ce qu'elle va répondre et c'est pas ma vie. Donc c'est un peu gênant pour les parents. Donc il y a des enfants juste, c'est des enfants. C'est aussi aux parents d'éduquer. C'est aux parents d'éduquer, c'est sûr. Et puis pour les adultes, il y en a, ils savent juste pas, je pense, se comporter, mais... Ouais, c'est ça. Je trouve ça affligeant, vraiment. Puis quand t'es adulte, on a vu des gens handicapés, c'est bon,
C'est pas le premier que tu vois au C'est pire. Puis quand tu te fais aider dans les escaliers, bah déjà que c'est pas très agréable. Donc voilà, ce genre de regard. Après, par les proches, jamais quoi. C'est normal, ils ont l'habitude, je pense. Mais non. Après, des comportements, bah, ce que je viens de dire. Ben, moi, du coup, une des personnes que je connais, c'est toi. Mais j'ai tendance à vouloir t'aider, pas à stigmatiser, enfin, pas à te stigmatiser ou quoi que ce soit, parce que sinon, on serait pas aussi proches, je pense. Bah oui. Je préfère être dans l'aide que dans le jugement. Oui. Mais pour n'importe quelle personne, par exemple, dans un supermarché, on m'a déjà demandé de l'aide. Bah, évidemment que je vais aider la personne, je vais pas la laisser dans sa merde toute seule comme ça. Puis, avec ma maman aussi malade, donc forcément, on a différents regards en fonction de si ça nous touche ou si ça ne touche pas, mais d'une manière globale, j'ai du mal à comprendre les personnes qui jugent comme ça. Bah ouais, moi non plus, je comprends pas. Après, vu que nous, on est sensibilisés à la chose, c'est différent. C'est vrai que si vous êtes ce genre de personne, donnez-nous votre témoignage. Personne qui juge. Pourquoi vous êtes aussi con? Le respect ne demande aucune preuve. Ça rejoint exactement ce qu'on disait en fait finalement. Exactement. As-tu eu des freins médicaux pour reconnaître ta maladie? Aides-tu tes proches avec ce handicap? Ok. Alors des freins médicaux pour reconnaître la maladie, oui. Je m'en rappelle pas moi, mais c'est de ce que mes parents m'ont dit. Déjà, faut savoir que ma maladie, vu qu'elle se voit pas énormément, mes parents ils l'ont su parce que je tombais beaucoup quand j'ai commencé à marcher. Ok, d'accord. Donc ils se sont un peu alertés, ils en ont parlé au médecin. Le médecin dit c'est peut-être juste qu'elle a un petit retard, croissance ou je sais pas quoi. Sauf que arrivé à 4-5 ans, je tombais vraiment beaucoup au point de me faire beaucoup de bobos, donc ma mère s'inquiétait. Les mamans elles savent toujours tout. Du coup elle a vraiment commencé à chercher à voir des spécialistes. Et ils ont tous pris pour une folle, quoi. Alors, vous inquiétez trop pour votre enfant. Déjà, tant mieux, vaut mieux. Oui, vaut mieux ça que le contraire. Mais du coup, ouais, c'était un peu compliqué au début pour vraiment... ils poussent le truc. Donc après, ma mère a eu les bons médecins et on a réussi à trouver ce que c'était. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Après, pour être reconnu, par exemple, handicapé avec la carte et tout ça, une fois que t'as le nom de ta maladie, c'est facile. C'est juste que t'as plein de papiers et que tu dois faire les papiers tous les ans quand t'es mineur. En mode, ta maladie disparaît. Mais c'est pas logique. Non. L'administratif dans le médical, c'est un parcours de combattant en fait. Mais vraiment. Donc bravo à ma mère parce que moi je déteste les papiers. De nos jours, je l'appelle encore quand j'ai besoin. Maman, c'est quoi ça? Donc ça c'est un peu chiant. Donc quand t'es adulte, t'as moins de papiers à faire. Je crois que c'est tous les 10 ans, un truc comme ça. Ça reste quand même que cette maladie ne va pas partir. Hein. Ouais. J'ai pas la jambe cassée. Donc ça c'est un peu chiant. La dyslexie ça doit pas être facile non plus par contre. C'est moindre que comparé à ton handicap. Ouais mais tu nais avec. Pour l'école et tout ça quand t'as des temps en plus généralement. Ouais donc j'ai redoublé mon CE1 parce que j'avais du mal à écrire. Et en fait, vu que mon frère a 3 ans de différence avec moi, lui aussi est dyslexique, donc il a eu l'orthophoniste avant moi, donc ça a été plus facile pour moi d'être détectée. Ok. Et vu que mes 2 parents sont dyslexiques, forcément, moi et mon frère, on avait 8 chances sur 10 de l'avoir. C'est héréditaire? Oui. Ah, je savais pas du tout. Si, c'est héréditaire. Ah ouais, pas de chance quoi. Du coup, j'ai fait 7 ans d'orthophoniste. Et oui, pour passer un diplôme, par exemple pour le bac, tu passes un test. Et si t'es considéré réussi les tests entre guillemets, c'est-à-dire que justement t'as un temps en plus. Ouais. Et genre si tu réussis pas les tests, c'est-à-dire que t'es pas assez dyslexique pour avoir du temps en plus. En gros, le degré de dyslexie, c'est d'une personne à l'autre, c'est pas du tout les mêmes. Et ils ont décrété qu'il y avait un certain point où t'étais assez dyslexique pour avoir du temps. Pour avoir du temps en plus. Ou d'avoir un tiers-temps, etc., de l'aide. Mais ça, c'est qui le décide? C'est les orthophonistes. Ok. Les orthophonistes, ils te font passer un test, ils te délivrent justement le papier que tu donnes à ton établissement. Ouais. Et pour Brassard, pour les partiels, je crois que je l'avais donné aussi. Mais de toute façon, ça m'a servi à rien finalement, pour Brassard. Mais pour mon bac, par contre, oui, j'ai eu du temps plus. Ce qui est bien. Et chose qui est aussi bien, c'est d'avoir des textes écrits plus gros. Et j'ai pas compris pourquoi, en fait, les autres élèves n'y avaient pas le droit, parce que je dois pas être la seule où quand c'est écrit tout petit, c'est très chiant. Quand c'est écrit plus gros, c'est plus facile. Par contre, j'ai pas eu le droit à des trucs plus faciles. Même pour tout ce qui est orthographe et tout L'orthographe, par contre, ça a jamais compté. Ok. Quand je notifiais que j'étais dyslexique, quand même. Par exemple, pour mon diplôme là que je viens de passer,
Je l'ai notifié, ils ont pas pris en compte, mais de toute façon j'ai tout corrigé par les correcteurs automatiques maintenant. Oui. Donc ce qui est beaucoup mieux. Mais des fois ça m'arrive encore de faire des fautes de frappe, etc. Et je suis là en mode, je suis trop nulle, je fais encore des fautes et tout. Mais c'est plus des fautes d'inattention ou... Mais ça arrive déjà un peu à tout le monde, donc en plus si la dyslexie aide pas... disons que des fois je vois le mot et je suis là en mode, il est bien écrit. Alors je sais qu'il y a une erreur quelque part, mais je sais pas où en fait. Je sais pas forcément la détecter. Ok. Et est-ce que c'est juste l'orthographe ou ça peut être des lettres que t'échanges? Ça aussi. Genre un P au lieu de, je sais pas, un B ou des trucs comme ça. Ça, c'est le truc le plus courant chez les dyslexiques en vrai. Mais des fois aussi pour l'éloquence, c'est compliqué. Ouais. Alors, des fois mon cerveau va plus vite que ma parole ou mes paroles vont plus vite que mon cerveau. Et puis en plus on vous met un nom vraiment super chiant, genre dyslexie. Mais moi j'ai une personne qui a encore du mal à le dire. Mais c'est trop dur comme mot. C'est ça. À toi, tu sens encore une phrase ou un joker là? Non, celle-ci c'est quel est ton parcours, sauf qu'en fait on vient un peu de... Alors du coup, pour l'école, moi ça a toujours été adapté. Donc j'ai eu une AVS par exemple, je sais pas si ça compte quand même. Oui, bah oui. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est une AVS. Non, je pense pas. C'est en gros une aide humaine qui va être là pour t'aider au quotidien, porter ton sac si t'as pas la force, pousser ton fauteuil si t'en as un, écrire tes cours aussi. Moi j'avais surtout une AVS pour porter mon sac et écrire mes cours. Et ça j'ai commencé à l'avoir peut-être en CE2, un truc comme ça. Donc ça aide bien. Après les temps en plus, tout ça, normal je les avais aussi. Et puis tout ce qui était lycée, on avait aussi une salle de cours où on restait tout le temps dedans parce que normalement tu changes de salle et tout ça. Sinon, en plus de ma maladie, vu que j'ai fait une hémorragie méningée, j'ai dû faire des années en double cursus. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait par exemple ma 4e, je crois que c'est ma 4e, je l'ai faite en 2 ans. Parce que du coup j'arrivais plus à me concentrer, j'étais trop fatiguée, tout ça. Donc j'avais les cours étalés sur 2 années, c'était très très long. Après, j'ai fait pareil pour la première au lycée, parce que j'avais du mal à me concentrer, j'étais trop fatiguée. C'était aussi un peu plus pour ma maladie, parce que du coup, l'hémorragie méningée était un peu passée, j'avais plus de séquelles. Mais ma maladie était trop fatigante à ce moment-là. Donc j'ai fait ça, c'était vraiment très long. Ouais, je me doute un peu. J'en pouvais plus, t'as déjà 2 ans de plus que tout le monde. T'en as marre d'être à l'école, quoi. Donc ça, c'est quand même... une adaptation. En vrai, c'est bien pour plein de personnes. Je sais que les gymnastes, elles font ça aussi au lycée. Il y avait des gymnastes qui faisaient sur 2 ans pour pouvoir faire un peu du mi-temps. Ça aide sur le parcours. Et puis après, à Brassard, il n'y a plus le droit à l'aide humaine. Donc pour tous les cours, j'ai pas eu le droit... Bah non, parce que vu que c'est du privé, c'est à toi de te la payer. C'est tellement de choses à raconter sur le privé, mais ce serait le sujet. Moi, j'ai plein de choses à raconter sur l'école en elle-même. Ouais. Je vais pas le faire sur cette chaîne. Je pense que ça mérite... Moi, je dis pas le nom, mais ça mériterait d'autres vidéos. Vraiment. Du coup, j'ai justement pas fini Brassard à cause de la charge mentale, physique. Ok. Donc j'ai pas mon diplôme. Mais... Je pensais, tu vois, que c'était plus la difficulté ou genre l'environnement qui te convenait pas. Bah aussi. Mais en fait, c'est juste que j'ai mentalement, du coup, là, ça rejoint. J'ai commencé à devenir anxieuse et à faire des crises de panique à cause des études. À cause des études, clairement, parce que j'ai fait Déjà, j'ai vu que physiquement, je tenais pas. Alors que c'était trop bien. Mon stage, je me suis éclatée. J'étais avec des personnes compréhensives en plus. Donc ça, j'ai eu la chance de pouvoir travailler assez à mon rythme. Mais j'ai vu que avoir un rythme de personne normale, faire une semaine complète, je pourrais jamais. C'est pour ça que maintenant je suis à mon compte et que je fais à mon rythme. Mais après le stage, j'ai réalisé que ça servait à rien que je continue dans Brassard. Et en plus, mentalement, je m'y retrouvais pas dans l'école. Donc, bizarre. Mon corps, il s'est dit, allez, on va faire une petite crise d'angoisse, un petit burn-out. Du coup, je me suis dit, bon, je vais carrément arrêter l'école parce que ça me pourrit la vie. J'ai vu un psychiatre après, genre c'est allé très très loin. Je crois qu'on est beaucoup à avoir vu un psychiatre après ça, vraiment. C'est fou, hein. Mais du coup, parcours s'est arrêté ici. Mais après, j'ai continué de mon côté et je pense qu'on peut quand même y arriver sans un diplôme de toute façon. Surtout dans ce domaine, il suffit juste d'avoir du talent et travailler beaucoup. C'est ça. Il y a tellement de tutos maintenant sur internet que... En fait, il suffit que tu montes ton travail et que ton travail... soit qualitatif et c'est bon. Après, mine de rien, sur les annonces,
Ils marquent souvent bac+2, bac+3 et tout. Je suis là, mode, mais vous proposez un SMIC pour un bac+3. Il y a un truc, c'est pas cohérent du tout. Je te jure. Mais ça, c'est le problème de la France, c'est peut-être d'autres pays, mais je sais que dans d'autres pays, ils s'attardent sur le portfolio et pas sur, sur ton CV, quoi. Ça sert à rien. Enfin, tu peux avoir quelqu'un qui a son master ou je sais pas quoi, et il va peut-être pas gérer, ou ce sera moche qu'il va faire et pas répondre à ta demande, alors que quelqu'un qui a 0 diplôme, il s'est juste entraîné de fou, il est super doué dans son domaine, et puis c'est ça. Tout bénef. Et t'as pensé genre à prendre un mi-temps ou un truc comme ça? Ou vraiment en autodidacte, ça te convient vraiment le plus? Moi, ça me convient vraiment de travailler chez moi, je dois l'avouer, parce que prendre la voiture, tout ça, c'est... fatigant. Même si c'était un travail à distance, la charge de m'engager envers quelqu'un, trop de pression. Trop de pression. Et puis la BD, du coup, là, ça m'intéresse vraiment. Donc là, je travaille à fond là-dessus. Je sais pas, travailler en entreprise, je vois pas trop ce que je pourrais faire, parce que l'illustration, c'est vraiment ce que je veux faire. Design graphique, je m'y retrouvais pas trop en vrai, c'était un peu trop marketing pour moi, donc c'est un métier comme un autre, mais j'avais un peu du mal de faire des pubs mensongères, des trucs comme ça me plaisait pas trop. Je me mets plus vers l'illustration, et ça tu le fais qu'à ton compte en soi, sauf si tu fais des illustrations pour je sais pas, des affiches ou des trucs comme ça, mais les livres. Mais du coup je comprends totalement. Brassard, c'est même les écoles de com. Bah c'est plein d'écoles, c'est le problème de plein d'écoles en soi. Bah il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent, et puis je suis passée aussi bien dans le privé que dans le public. En vrai on va pas se mentir, c'est les mêmes écoles. Ah ouais. Parce que ce qui change c'est juste les intervenants, sauf que les intervenants passent du privé au public. Et les intervenants, comme le nom le dit, ils interviennent dans des écoles. En soi, c'est le nom de la structure qui change. Et c'est les mêmes personnes, en fait. Donc, pour moi, c'est la même chose. Ouais. Après, il y a l'organisation de l'école aussi, qui fait que... C'est aussi catastrophique dans le privé que dans le public. D'accord. Donc, honnêtement... C'est juste que non, tu fous tout ton argent dedans, quoi. Tu fais un emprunt, tu t'endettes. Tu vends un vin, mais... C'est clairement... Du coup, là, c'est une petite phrase... écrite par Mélanie. La bienveillance est le meilleur outil d'inclusion. Très kiki. En même temps, il y en a beaucoup qui n'ont pas assez de bienveillance pour justement pour le handicap invisible, etc. C'est vrai. As-tu déjà eu des proches ou as-tu toi-même un handicap invisible? C'est oui. Comment le vis-tu ou soutiens-tu ce proche? Très bonne question pour toi. Comment je soutiens mes proches? Ma mère, des fois, je l'accompagne à des rendez-vous médicaux, etc. Je sais que j'ai d'autres potes aussi qui ont des handicaps ou l'endométriose, etc. Ça peut être pas très évident, donc je demande si elle souhaite que je vienne avec elle pour les rendez-vous et tout. Et généralement, par exemple, toi, j'essaie de t'aider au maximum sur des tâches où certaines personnes pourraient penser que c'est très facile, mais pour d'autres, non, c'est pas forcément hyper facile. Donc j'ai appris à connaître, etc. Donc à voir si t'as besoin d'aide sur le moment, donc je préfère toujours demander si la personne a besoin d'aide. Déjà, c'est normal de demander de l'aide à ses parents ou quoi que ce soit. Ouais. Enfin, maman, est-ce que tu veux que je t'aide sur ça ou machin, ou par exemple, c'est normal que je le fasse pour quelqu'un d'autre, quoi. Et puis c'est bien quand la personne te demande, ça t'évite de faire le pas de demander l'aide, ce qui peut être fatigant des fois. Donc pour les personnes de ton entourage qui proposent, c'est vrai que c'est cool. Après, il faut un juste milieu, il y a des personnes qui peuvent demander un peu trop. Bon, en vrai, c'est jamais trop. Quand la personne te demande toutes les 2 secondes, ça peut être un peu fatigant. Je sais qu'à une époque, mon père me le demandait beaucoup. Moi, ça m'a pas vraiment gênée. Peut-être à l'adolescence, tu vois, quand t'as envie d'être un peu dans ton coin, moi, ça me gênait un peu. Donc je disais non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aide. Tu vois, un peu l'ado rebelle. Mais c'est vrai que maintenant, je me rends compte que c'est vraiment bien quand quelqu'un te demande. Donc bravo. Faudrait que plus de personnes comme ça. En fait, c'est surtout... pour moi, c'est normal. Je sais que j'aimerais bien si... J'espère ne pas avoir un handicap plus tard, mais imaginons ça arrive. J'aimerais bien aussi qu'on vienne m'aider. Ouais, tu te mets à la place de l'autre personne. C'est ça. Du coup, je comprends totalement. Ça s'appelle de l'empathie. Oui, c'est vrai. Mettons la définition pour plein de personnes. Mais c'est vrai que ça peut être pas très évident pour d'autres. Mais en fait, surtout quand c'est un handicap invisible, quand la personne sait pas, elle peut même pas te proposer son aide des fois. Donc c'est ça. C'est pour ça que en vrai, j'en veux pas aux personnes à qui j'ai déjà demandé de l'aide dans la rue, quoi. Du coup, ça me permet aussi d'anticiper. Par exemple, si on part quelque part, ok. Anticiper la voiture, anticiper les trajets, anticiper si on doit prendre un ascenseur ou imaginons on part en voyage, anticiper le logement qu'on prend. Ouais, c'est sûr.
c'est l'anticipation, mais c'est Ça, aussi c'est- pour le confort de la personne en fait, Ouais. avec qui on voyage ou avec qui on va faire quelque chose. Enfin, c'est normal. Ouais, bah, c'est vrai que l'anticipation, ça fait partie du... toutes mes journées, quoi. Je pense. Tous les trucs que je dois faire, c'est être sûr que c'est adapté. Après, quand tu pars avec quelqu'un qui va t'aider, il t'en faut un peu qu'il y ait des marches ou des trucs comme ça, mais moi, si je dois partir toute seule, je dois m'assurer que chaque endroit où je vais aller, il n'y a pas de marche, par exemple. Parce que demander de l'aide à quelqu'un que tu connais pas pour monter un escalier, t'as un rapprochement physique que tu ne veux pas. Non, voilà quoi. Même des endroits où tu demandes s'il y a un ascenseur, on m'a déjà regardé de la tête aux pieds en mode bah, pourquoi vous voulez un ascenseur? Arrêtez de Bah, juger. c'est ça, puis de base, si je te demande un ascenseur, c'est pas parce que j'ai la flemme, surtout pour un étage quoi. Enfin, essayez Ah de pas me regarder. Mais vraiment, le regard de la tête aux pieds, je l'ai eu plusieurs fois pour un ascenseur. Et ça, les gens, ils arrivent pas à se dire que t'es debout, donc t'es pas handicapé. C'est pas parce que t'as pas de roue que t'as un. Enfin. Et ça vaut pour plein de choses. Plein d'handicaps sont concernés. Il n'y a pas que le mien. Donc t'es jugé quand t'as un fauteuil, t'es jugé même pas quand t'as pas de fauteuil, t'es jugé. T'es jugé pour tout. Franchement, c'est trop. C'est juste que les gens sont pas sensibilisés en soi, je pense. C'est pour ça que faut en parler. Les gens, ils comprennent. C'est pour ça que les TikTok de la personne qui parle des places handicapées, tout ça, je trouve ça bien. Des personnes qui ont l'endométriose, pareil, de dyslexie, tous les handicaps qui se voient pas, c'est bien d'en parler. Même sur les sujets d'inclusivité en général. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. C'est bien. Faut regarder toutes les vidéos. Chaque victoire, petite ou grande, est un pas en avant. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense déjà dans ton parcours, en vrai, t'as déjà dû célébrer des petites victoires de toi à toi-même. C'est vrai. J'ai réussi telle chose et tout, j'ai pu faire ça et tout. Bah c'est vrai que des fois je fais des trucs au quotidien, je me dis bon je vais essayer de le faire quand même. Et puis du coup, je dis à Emeric, je suis une femme indépendante. Tu vois, même pour quelqu'un de petit comme nous, attraper un truc haut, tu dis je suis une femme indépendante. Sans handicap, tu vois, juste j'ai réussi à le faire. Après mon père il a le mode, pourquoi tu m'as pas demandé et tout. C'est mon défi. Mon défi, Je voulais le faire toute seule. Mais ouais, rien que pour ça, c'est trop bien. Faire des petits trucs toi-même, même dans le travail, tu te dis bah je vais faire de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai plutôt tendance à me dire putain, j'ai pas réussi ça, je suis trop nulle et tout, mais non, faut pas, faut être optimiste. chaque histoire mérite d'être entendue, même celle qui n'est pas visible. Faut bien que ça soit raccord à un moment donné. Et oui. Je suis comme toi. Quelle chose as-tu appris et que tu souhaites partager? Ben, on peut faire une phrase de conclusion qui est « Il ne faut pas juger un livre à sa couverture ». La couverture. Non, c'est vrai, faut pas juger sur l'apparence. Bah non, Donc, vraiment pas. C'est tout simple. En vrai, ouais. C'est justement ça. Hein. C'est ça tout le message, c'est pas juger. Ma couverture, elle dit pas toute l'histoire que j'ai déjà vécue. Et ça vaut pour des personnes qui ont eu des passés compliqués aussi. Ça vaut... T'as une personne, elle va super bien porter alors qu'en fait elle est super méchante dans son quotidien. Et alors qu'il y a une personne, elle va pouvoir paraître super gentille, en fait c'est un psychopathe. Mais ouais. Est-ce que t'as d'autres messages à transmettre Non, franchement, la dernière phrase, c'est, je pense que ça résume tout, de pas juger et de se renseigner avant de juger. D'apprendre à connaître ses proches aussi. Ouais. Je pense que c'est hyper important aussi pour bien réagir, bien interagir aussi avec eux. Ouais, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à se confier, qui parlent pas beaucoup d'elles. C'est peut-être qu'il y a Anguille sous roche quand ils parlent pas beaucoup d'eux. Généralement, la personne qui va mal, elle va pas venir crier « Je vais pas bien !» Oui. Donc, faut juste être à l'affût des signes. Exactement. Donc ouais. Très belle conclusion. Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. Bisous.